Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. Alors que la COP30 démarre ce lundi à Belém au Brésil, nous analysons les enjeux avec Sébastien Treyer. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'IDRI et vous êtes également l'un de nos experts climat LCI TF1. Cette COP30 a été précédée par un sommet des leaders réunissant une 60aine de chefs d'État jeudi, vendredi, dont Emmanuel Macron. Et le chef de l'ONU, connu pour ses punchlines, n'a pas raté l'occasion pour faire passer ce message. Président Lula, vous avez qualifié la COP de la vérité. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et la dure vérité est que nous n'avons pas réussi à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Voilà, message relayé par le président Lula qui parle, lui, d'une fenêtre qui se referme très rapidement pour agir. Sébastien Treyer, le cap est posé, le cadre est posé. 10 ans après les accords de Paris, cet objectif des 1,5 degré ne pourra pas être tenu. Maintenant, il faut garder le cap sur les 2 degrés, même si c'est pas gagné non plus. En fait, chaque dixième de degré compte parce que les dommages infligés par le changement climatique sont absolument massifs. Et donc, c'est pas parce qu'on risque de passer les 1,5 degré qu'il faut laisser tomber tout ce qui est entrepris. Et surtout, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que depuis 10 ans, avec l'accord de Paris, l'horizon de long terme qui est neutralité carbone a été vraiment à enclencher des dynamiques technologiques et économiques dans un certain nombre de grands pays qui sont aujourd'hui en route et qui permettent de voir que malgré l'augmentation des gaz à effet de serre, il y a des choses qui vont changer. Pour moi, le plus clair, c'est la Chine. Elle va maintenant réduire en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et donc, elle a passé le pic de ses émissions. Ça, c'est quelque chose d'absolument massif dont on va voir les effets bientôt. Ça arrive trop tard, mais c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. Effectivement, et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore rendu leurs engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On estime déjà qu'ils sont insuffisant pour effectivement tenir ce cap. Il n'y aura pas de grand texte à négocier lors de cette COP30, Sébastien Treyer, mais donc un objectif de mise en œuvre des politiques déjà décidées. C'est ce qu'il sera question, une COP de la vérité, une COP de la mise en œuvre ? En fait, ce qui est très important de voir, c'est qu'effectivement, quand même, la plupart des grands pays du G20 ont déposé leur CDN, leur contribution déterminée à l'échelle nationale, c'est-à-dire leurs plans climat nationaux, ce qui était attendu d'eux. Et on voit qu'ils sont insuffisants, mais pour moi, il faut aussi se rendre compte qu'ils sont complètement liés. Ils sont vraiment imbriqués avec une stratégie économique de chaque pays. C'est vrai pour le Brésil, qui a son plan de transformation écologique de l'économie. C'est vrai pour la Chine, qui présente un plan climat qui est en fait un plan de déploiement des énergies renouvelables, dans lequel on aurait aimé voir un peu plus de sortie du charbon. Mais son projet économique, c'est déployer les énergies renouvelables. Et on le voit pour l'Europe, si ça a été si difficile, c'est probablement parce qu'en fait, c'est au cœur de la stratégie économique du continent. Et donc, ça, c'est plutôt positif parce qu'en matière de mise en œuvre, ça veut dire que les ministères des Finances, les ministères de l'Industrie et les acteurs économiques voient pourquoi on se fixe cet objectif et ça va être mis en œuvre. En revanche, elles ne sont pas assez ambitieuses. Et un des points pour lesquels elles ne sont pas assez ambitieuses, c'est qu'en fait, elles sont en conflit les unes avec les autres, ces stratégies économiques et ces stratégies industrielles des grands pays. Alors, on dit aussi que c'est une COP qui n'a pas beaucoup attiré les foules, avec le plus faible nombre de décideurs depuis 2019. Un grand absent, les États-Unis, pas de représentants de haut niveau. La plupart des dirigeants des pays du G20 ne font pas le déplacement, dont la Chine et l'Inde. La Chine, qu'on rappelle, qui est le plus gros pollueur de la planète. Mais ce n'est pas un facteur déterminant du succès d'une COP, Sébastien Treyer. Alors, ce qui est important, c'est quand même le signal politique qu'ont envoyé les représentants des États lors du sommet rassemblé par Lula, le sommet des leaders, au début juste avant le début de cette COP. Et le signal politique important, c'est on soutient l'accord de Paris, on est d'accord, le multilatéralisme environnemental et climatique est absolument central. C'est comme le contraire de ce que Trump a voulu enclencher comme
dynamique en déclarant que c'était une arnaque mondiale et qu'il fallait lutter contre ça. Oui. Donc la coalition derrière Trump n'existe pas. La coalition, c'est les pays qui viennent au Brésil dire en fait la question climatique est trop importante pour qu'on s'en désintéresse. Et donc ce signal de coopération multilatérale en plein milieu des conflits politiques, des conflits économiques, par exemple entre l'Europe et la Chine, les conflits sur le commerce sont énormes, notamment parce qu'on est en conflit sur les technologies décarbonées dont on parle à la COP Climat, mais la Chine et l'Europe sont là pour dire oui, on a besoin de mettre en œuvre l'accord de Paris. Alors justement, je voulais poser la question. Effectivement, Trump se souvient tous de ce qu'il a dit devant l'Assemblée générale. Le changement climatique, la plus vaste escroquerie au monde. Élu depuis un an, Donald Trump, avec des reculs terribles dans l'action climatique. On rappelle quand même qu'ils sont parvenus à repousser d'un an un accord mondial sur la décarbonation du transport maritime. Mais en gros, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement de la part de Donald Trump. On rappelle aussi que Emmanuel Macron, qui était sur place pour le sommet des leaders, il a fustigé les prophètes du désordre. Il appelait à protéger la science. Effectivement, ce qui est très problématique dans le cas de l'Organisation maritime internationale, c'est que les États-Unis ont déployé de la pression économique en menaçant de droits de douane un certain nombre de pays, mais aussi des personnes en les menaçant de retirer leur visa pour qu'ils votent un retard dans la mise en œuvre d'une espèce de taxe carbone sur le transport maritime. Et donc ces moyens de pression-là que les États-Unis peuvent évidemment utiliser vu la puissance qu'ils ont d'un point de vue économique et même du point de vue des questions de visa sur les personnes, c'est très problématique. Et ils peuvent toujours jouer ce jeu-là. Ce que je veux quand même constater, c'est que les différents pays de la planète sont présents. Les grands pays du G20 ont déposé leur contribution déterminée à l'échelle nationale et ils soutiennent donc cette dynamique collective. L'Argentine de Milei, qui est comme un allié de Trump, avait déclaré « je vais sortir de l'accord de Paris ». S'il ne l'a pas fait, c'est pas tellement parce qu'il est complètement convaincu de la question climatique, c'est qu'il sait qu'en fait le reste de l'économie mondiale va tenir au fait qu'on est dans une trajectoire de décarbonation et que ces échanges commerciaux avec la Chine ou l'Europe sont peut-être en danger s'il sort de l'accord de Paris. Pour autant, le président brésilien Lula reste très optimiste. Pour lui, ça va être la meilleure de toutes les COP. On va l'écouter. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous allons organiser la meilleure COP de toutes les COP jamais organisées à ce jour. Voilà le Brésil sur qui repose beaucoup d'espoir. Vous dites vous-même que le Brésil, c'est un peu le champion du moment, c'est-à-dire ? En fait, on a vraiment besoin qu'un pays dise, voilà, pour moi, la cause climatique est une cause importante, et notamment un pays qui soit à l'interface entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et le Brésil est quand même très bien positionné pour ça. Il a des bonnes relations avec l'Union européenne et même d'ailleurs avec les États-Unis, avec la Chine, avec les pays du Sud, les pays les plus pauvres aussi. Et donc c'est un pays qui fait le pont. C'est aussi un pays qui fait le pont entre les producteurs de pétrole, parce que le Brésil est le 8e producteur de pétrole mondial, et ceux qui veulent lutter contre la production pétrolière. Oui, et qui a d'ailleurs donné son accord à une exploration pétrolière au large de l'Amazonie. C'est à la fois les contradictions internes à l'économie brésilienne entre des groupes d'intérêts différents, ceux qui militent pour la décarbonation et ceux qui militent pour continuer à exploiter le pétrole. Mais donc le Brésil est en capacité d'essayer de rassembler les pays pour essayer de lever les obstacles à la mise en œuvre individuelle de ce qui se passe dans chacun des pays. Et donc la COP de la mise en œuvre, c'est la COP où les pays se retrouvent pour se dire non pas pour se donner des nouvelles règles mondiales ou des nouveaux objectifs mondiaux, parce qu'on les a à peu près tous depuis les 10 ans passés depuis l'accord de Paris, on a tout spécifié, tout rangé dans les bonnes cases juridiques. Maintenant, il faut mettre en œuvre, et les pays n'y arrivent pas à la hauteur voulue. Et donc, si on se retrouve à la COP, c'est pour se dire qu'est-ce qu'on devrait faire ensemble pour lever les obstacles qu'on a à la mise en œuvre de nos stratégies climat nationales. Un petit mot de l'Europe quand même, qui a mis du temps pour s'accorder, pour parvenir à donner ses objectifs. Les objectifs, on les connaît. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2040 par rapport à 1990. On était à moins 37% en 2023. Qu'est-ce qui a fait que cet accord a été si difficile à trouver ? Alors c'est vrai qu'il y a certains pays qui freinaient un peu, comme l'Italie par exemple, mais est-ce qu'on peut être fier de ce qu'on propose à Belém aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut être très fier. Imaginez ce que c'est que de négocier politiquement une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2040. Ouais. 90%, ça veut dire qu'on est proche de quasiment avoir réduit à zéro nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on voit la difficulté sociale dans chacun des pays de ce que c'est que de passer à l'électrique dans les véhicules, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les moyens d'y accéder, donc on doit mettre en place des bonus sociaux pour pouvoir accéder à ça. Toute la difficulté de sortir du charbon pour les employés de la sidérurgie, etc. Il y a énormément de sujets sociaux derrière la transformation qu'on doit faire et qu'on est en train d'enclencher pour des bonnes raisons, pour protéger le climat, et aussi parce qu'en fait, ça a du sens d'un point de vue du sens de l'histoire économique, de là où
il faut aller du point de vue de la modernisation de l'économie. Mais tout ça, ça prend du temps. Et moins 90% en 2040, c'est un objectif qu'aucun autre pays ne s'est déjà fixé. Et donc, c'est évidemment très difficile à négocier. Et je pense qu'il faut assumer que, même si ça a été long, même si en fait, il y a des flexibilités qui ont été négociées par un certain nombre de pays, en fait, c'est le sens de se dire moins 90% en 2040, ça veut dire neutralité carbone à partir de 2050, qui est l'objectif sur lequel on n'a pas varié. Et c'est l'horizon de transformation de l'économie européenne. Ça reste l'horizon de transformation de l'économie européenne. Dans un contexte géopolitique très tendu, où les priorités ne sont pas sur le climat, mais sont plutôt sur la défense, sur la compétitivité, ce qui complique bien évidemment toutes ces négociations à Belém. En fait, je pense que vous avez raison, le contexte géopolitique est compliqué, mais une partie des conflits économiques viennent du fait qu'on est en plein dans une forme de révolution industrielle qui est liée évidemment au numérique et à l'intelligence artificielle, mais aussi à l'électrification de notre économie, pour le dire un peu rapidement, c'est-à-dire tout le déploiement des technologies chinoises sur les renouvelables, les batteries, les véhicules électriques, qui sont en train de transformer complètement les chaînes de valeur, les rapports de pouvoir économique entre les pays, parce que les chaînes d'approvisionnement ne sont plus les mêmes, ne seront plus les mêmes. Et donc ça crée une course à la capture de nouveaux marchés, à la sécurisation de matières premières, à la dominance technologique, qui fait que les pays sont en fait en concurrence pour avoir une part dans l'économie de demain qu'on est en train de se construire. Cette économie de demain qui est celle que l'accord de Paris a enclenchée ou renforcée en donnant cet objectif de long terme sur lequel la neutralité carbone à la moitié du siècle, qui est celle sur laquelle les pays travaillent sur leurs plans nationaux climat qui discutent aujourd'hui à Belém. Oui, c'est important ce que vous dites. Cet accord de Paris a bel et bien un impact aujourd'hui et il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ça, il a créé des irréversibilités aussi, même dans un certain nombre de contextes nationaux où des institutions sont mises en place, des objectifs sont pris, et puis des investissements privés ont été faits. Il y a énormément d'entreprises en Europe, par exemple, qui ont commencé à investir dans cette transition parce qu'il ne faut pas prendre du retard sur les Chinois, sinon de toute façon, on va être encore moins compétitif et on ne va pas revenir en arrière. Il ne faut surtout pas varier sur l'objectif parce que sinon, on perd toute capacité des acteurs économiques à comprendre quel est le sens dans lequel on va. Alors, une COP qui a lieu au Brésil, en pleine Amazonie, un choix du président Lula pour montrer l'Amazonie au monde entier, la plus grande forêt tropicale qui joue un rôle essentiel dans l'absorption du CO2. Le président Lula qui a lancé un fonds d'investissement pour ces forêts tropicales. Le Brésil a déjà versé $1 milliard. Il servira à soutenir les pays qui protègent, qui préservent leurs forêts. Et ça, ce sera aussi un des axes forts de cette COP de Belém. En fait, je pense que c'est un des signaux forts qui est donné parce que la question forestière, elle est depuis 1992, le sommet de la Terre à Rio qui a lancé la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une question difficile. Certains voulaient même une convention dédiée sur les forêts tropicales qui sont un poumon essentiel pour la planète, pour capturer du CO2 et pour tout un tas d'autres raisons environnementales. Et le problème, c'est qu'en fait, les pays qui maintiennent leurs forêts tropicales sur pied et qui n'ont pas de gros risques de déforestation, en fait, n'ont pas les moyens d'investir pour que les populations autochtones qui vivent dans ces forêts puissent aussi trouver une forme de développement. Et donc, ce qui est très intelligent dans la formule proposée par le Brésil, c'est l'idée de dire on va non pas demander tous les ans aux pays du Nord de payer une espèce de rente à ces pays tropicaux et aux populations autochtones qui vivent dans ces forêts, mais plutôt trouver un mécanisme financier où un ensemble de pays, dont le Brésil, et donc on voit ici un changement aussi, les pays du Sud, dont le Brésil, contribuent aussi financièrement avec une mise de départ qui permet ensuite d'aller placer ça sur les marchés financiers et de créer une espèce de rente pour les pays tropicaux. Alors, dernier point quand même qu'on voulait aborder avec vous, Sébastien Treher, c'est le financement aux pays en voie de développement. Ça a été un point aussi important à Bakou l'an dernier, notamment les 300 milliards par an d'ici 2025 pour les aider à s'adapter et pour les aider aussi à faire cette transition écologique. Il en sera encore question aujourd'hui à Belém ? Oui, effectivement, parce que la présidence brésilienne a demandé à la présidence azerbaïdjanaise de travailler avec elle à la production d'un rapport qui s'appelle la feuille de route de Bakou à Belém, qui doit expliquer comment on peut croire qu'à partir de 2035, on n'aura pas seulement 300 milliards par an qui vont être des flux financiers du nord vers le sud, mais 1300 milliards par an. Et donc ce passage des 300 milliards aux 1300 milliards était demandé par un certain nombre de pays du sud qui trouvaient que 300 milliards, ce n'était pas à la hauteur de leurs besoins. 300 milliards, c'est à peu près ce que, d'après les experts, on peut trouver raisonnable entre les financements bilatéraux des pays du Nord et les banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. On peut arriver à croire à une trajectoire qui va à 300 milliards d'euros par an. Les 1300 milliards, c'est tout un tas d'éléments beaucoup plus détaillés sur le cadre qui qui oriente les investissements, les flux d'investissements privés du Nord vers le Sud et des autres pays émergents comme la Chine vers les pays du Sud. Et là, c'est tout un tas de décisions qui doivent être prises par des
ministres des Finances dans d'autres enceintes, mais on espère que ça va donner suffisamment de confiance aux pays du Sud, les plus pauvres en particulier, parce que le risque, ça serait qu'ils disent, en fait, on n'y croit vraiment pas, et donc on fait un blocage. On dit finalement, nous, on n'est plus dans l'accord de Paris. Je trouve le rapport produit par la présidence azerbaïdjanaise et la présidence brésilienne extrêmement détaillé, et donc un programme d'action pas du tout flou, mais extrêmement détaillé, extrêmement prolifique, mais extrêmement détaillé. Et pour moi, j'ai bon espoir que ça inspire confiance aux pays du Sud. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Trier d'être venu dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez voir en intégralité sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup Sébastien Trier. Merci beaucoup.